Bienvenue dans le Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, nous vous présentons cet ouvrage, Les raisons cachées du désordre mondial. Pour en parler, nous accueillons l'auteur de cet ouvrage, Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre. À nos téléspectateurs, je rappelle que Valérie Bugeaud est docteur en droit, ancien avocat fiscaliste. Et donc, je reviens, chère Valérie Bugeaud, au titre de votre ouvrage, Les raisons cachées du désordre mondial. Avec un titre pareil, vous n'avez pas peur d'être accusé de complotisme? Bah écoutez, c'est ce qui... J'ai été prévenue au moins par mon préfacier, donc je ne suis pas si étonnée que ça. Je ne suis pas non plus étonnée parce que, en fait, les travaux qui m'ont amenée à la description de ce titre m'ont moi-même étonnée. Enfin, les découvertes que j'ai faites m'ont moi-même surprise. Et si j'ai écrit ça, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, de façon indiscutable, les multinationales ont pris le pas politique sur les États. Et donc, les États ne sont plus des entités politiques à part entière, dans le sens où la politique consiste à gérer des intérêts divergents, etc., au sens traditionnel du mot politique. Donc, à partir de ce moment-là, tout est biaisé. Le vocabulaire, la sémantique est pervertie. Et donc, ça arrive à une cacophonie généralisée où plus personne ne peut communiquer, puisque les mots n'ont pas le même sens pour les gens, les uns et les autres. Donc, les raisons cachées, c'était en réalité pour mettre en avant, ce qui n'est jamais fait, le rapport de force, la réalité des forces en présence, par le biais de la monnaie et de l'économie, au niveau politique et au niveau non seulement national, mais également mondial. Voilà, parce que moi, mes travaux ont commencé évidemment dans le cadre national, mais ayant approché d'assez près les questions de prix de transfert et de fiscalité internationale, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus vaste et que la France n'était pas grand-chose, qu'un élément parmi beaucoup d'autres, de cette problématique d'ensemble qui est tout à fait radicale et cachée. Votre ouvrage part de ce constat, en tout cas c'est le vôtre, on peut le partager. Je vous cite, l'État actuel est entièrement dominé par le système bancaire. Donc oui. Vous parliez de la domination des multinationales, vous parlez vraiment de la première d'entre elles, c'est selon vous ces banques. Quel fait vous permet d'affirmer que les banques dominent la politique mondiale ? Alors, ce n'est pas un fait, c'est un mouvement historique en fait. Les banques dominent la politique parce que tout simplement la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, comme Napoléon l'avait parfaitement décrit. Et en réalité, les banques ont pris le contrôle des systèmes monétaires d'abord en interne, par la création de banques centrales qui ont géré les masses monétaires en circulation. Et maintenant, au XXe siècle, ce système s'est totalement intégré au niveau international, avec la BRI, les institutions de Bretton Woods. Et actuellement, tout ça est en transition puisqu'on s'achemine lentement, de moins en moins lentement d'ailleurs, vers un renouveau du système financier international, mais qui n'en sera pas moins centralisé et intégré. Donc, alors vous parlez évidemment du rôle de ces banques centrales. Quand est-ce qu'elles sont nées un petit peu ces banques centrales, qu'on comprenne à quand ça remonte ce système qui, vous dites, est né aux Pays-Bas et ensuite s'est installé en Angleterre avant de revenir en France? Absolument. Alors la première institution qui vraiment préfigure ce que deviendra les banques centrales est née aux Pays-Bas parce que ça a été la Banque d'Amsterdam. Qui était la similitude avec les banques centrales, c'est que les capitaux étaient privés. Elle a été présentée comme une banque d'État, enfin une banque qui avait la garantie des Pays-Bas, garantie donc d'État, et elle émettait des valeurs qui circulaient quasiment librement. Donc à strictement parler, ce n'était pas une banque centrale, mais elle fonctionnait déjà comme une banque centrale. Et toutes les banques centrales du monde aujourd'hui fonctionnent selon ce système. Par exemple, la Réserve fédérale américaine, c'est le même système. Bien entendu, la Réserve fédérale américaine, ce sont des capitaux privés qui sont derrière. La Banque de France, vous savez bien qu'elle est née sous forme de capitaux privés. Elle a été nationalisée en 1945, mais néanmoins, les forces en présence à l'intérieur de l'État français ont fait que ce soit des hauts fonctionnaires ou des personnalités issues du privé, c'est toujours les mêmes forces oligarchiques qui sont à l'œuvre.
Donc ça n'a pas changé fondamentalement. Ça a changé parce qu'il y a eu l'instauration en 1945 du circuit du Trésor et qu'il y a eu une reprise en main politique du contrôle monétaire. Et ça a été fait grâce notamment au CNR. Mais maintenant, nous avons fermé la porte, nous sommes passés, et Pompidou y est pour beaucoup, non seulement par rapport à sa loi de 73, très décriée, mais également parce qu'il a représenté un rapport de force qui s'est inversé. Et on le voit très bien avec l'entreprise, puisque lui-même s'est beaucoup opposé à De Gaulle pour ne pas que l'entreprise, la réforme de l'entreprise, c'est-à-dire la réforme fondamentale du système économique, puisse avoir lieu. C'est ce qui a fait tomber De Gaulle. Je vous propose, Valérie Bugeaud, de reprendre la conversation sur l'entreprise un petit peu plus tard dans l'entretien. Vous parlez également donc de ce contrôle des monnaies et de l'anonymat des capitaux qui, selon vous, sont les deux mamelles de ce système bancaire. Absolument. Le contrôle des monnaies via le système des banques centrales qui contrôle les masses monétaires en circulation et les réglementations bancaires, puisqu'il ne faut pas oublier que les banques privées sont chapeautées par les banques centrales. Aujourd'hui, ça se passe à Bâle, donc c'est-à-dire au sein de la BRI. La BRI est devenue la banque centrale des banques centrales, c'est-à-dire qu'elle chapeaute, elle pilote les politiques de toutes les banques centrales affiliées de façon centralisée. La Banque des règlements internationaux. D'accord, la BRI, d'accord. La BRI. Donc il ne faut pas s'étonner que des décisions soient appliquées de la même façon par la Banque du Japon, par la Banque centrale européenne ou la Fed, puisque tout ça est centralisé. Ces banques centrales ne sont plus autonomes au sens politique du terme. Elles sont autonomes parce qu'elles sont toujours dans des mains privées, mais c'est géré de façon centralisée et coordonnée par la Banque des règlements internationaux. Vous dites dans votre ouvrage, Valérie Bugeaud, que ce sont ces institutions internationales qui décident en gros qui est riche, ou en tout cas qui se développe dans le monde et qui ne se développe pas. Absolument, puisque à partir du moment où vous contrôlez les masses monétaires en circulation, vous contrôlez l'affectation des ressources. Et de façon historique, les banques centrales n'ont eu de cesse de développer les gros conglomérats. C'est comme ça que les multinationales américaines sont nées, parce qu'elles ont eu le soutien financier adéquat. La capacité de se réunir en groupe. Non, la capacité de grossir, la capacité de grossir, de faire du développement externe en rachetant ses concurrents. Enfin, vous voyez, la capacité l'immense capacité de prédation dont bénéficient les grosses entités. Voilà. Mais selon vous, est-ce que l'État est victime sous contrôle capitalistique, mais anonyme. Ce qui fait que en fait, la prédation peut se faire d'autant plus aisément qu'on ne sait pas qui détient le capital. Qu'il est très difficile de remonter le fil des détenteurs réels du pouvoir. D'accord. Voilà. Je pensais à un labyrinthe. Voilà. Ça m'évoque le labyrinthe parce qu'on ne sait pas trop où on va, on avance, mais... Mais est-ce que vous pensez que les États sont victimes ou complices de l'établissement de ce système que vous dénoncez dans votre ouvrage ? Eh bien, en fait, ils sont d'abord victimes et ensuite complices, ils sont les deux. Parce que à partir du moment où ils n'ont plus l'autonomie financière de se développer par eux-mêmes, ils sont obligés de demander à des apporteurs de capitaux et donc de se soumettre aux conditions déterminées par les apporteurs de capitaux. Donc ça n'en fait plus des États libres. Ils sont contraints. Effectivement, il y a beaucoup de corruption derrière, mais il y a aussi la contrainte mécanique, institutionnelle qui se met en œuvre parce que les États n'ont plus la capacité d'autonomie financière. Donc ils sont à la fois complices et victimes. Et donc vous nous dites... Ils sont victimes parce que pour sortir de ça, il faudrait tout simplement reprendre en main sa capacité monétaire, comme ce qui a été fait en France en 1945, je le rappelle, avec la nationalisation de certaines grandes banques, et en particulier de la Banque centrale française, de la Banque de France. Et vous nous dites au fond en fait, que le droit commun a disparu. Alors, je ne dis pas que le droit commun a disparu, je dis que le droit commun était d'ordre civil et que maintenant, il tente à devenir d'ordre commercial. Il y a toujours un droit commun, puisqu'il y a un droit qui s'applique communément à tout le monde. En revanche, ce qui a disparu, c'est sa nature humaniste et faite pour l'individu. Maintenant, le droit commun est fait pour le développement prédateur des multinationales, en gros. Donc, effectivement, il y a
Il y a une divergence philosophique et politique et juridique énorme derrière. C'est de l'ordre sismique. Hein. C'est la dérive des continents. On est dans la dérive des continents, mais tout ça se fait très sobrement. Personne n'en parle jamais. Vous n'avez aucune voix qui s'élève pour dire au secours, au secours. Quand il y en a une qui s'élève, malheureusement, souvent elle disparaît assez vite. Donc tout ça, c'est fait sur la durée et de façon absolument discrète. Voilà. Vous évoquez également, Valérie Bugeaud, le rôle des paradis fiscaux, voilà, ces États qui organisent je veux dire, une fiscalité au rabais pour permettre aux multinationales de payer beaucoup moins d'impôts. Et vous dites que voilà, dans ces établissements bancaires privés situés dans ces paradis fiscaux, les sommes qui y sont déposées sont en fait sous la domination d'établissements anglo-saxons. Mais je veux dire, où est le problème ? Pourquoi c'est un problème de déposer cet argent dans un établissement anglo-saxon ? Non, le problème, anglo-saxon, oui, ce qu'on veut, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces établissements, ces zones opaques, sont des concurrents des États, des concurrents directs, puisqu'elles soutirent en fait des capacités de subsistance aux États. Et deuxièmement, elles sont aussi des concurrents officiels, puisqu'elles sont formatées comme des États indépendants, etc. Alors qu'ils ne sont pas indépendants du tout au sens politique du terme, ils sont totalement gérés en arrière-plan par des organismes, des organismes d'audit, de contrôle, totalement dominés par les grandes multinationales financières d'origine anglo-saxonne. Aujourd'hui, les paradis fiscaux fonctionnent sur le modèle du trust anonyme, donc c'est encore le droit anglo-saxon qui prime. Quand vous mettez une somme en banque et que cette banque elle est contrôlée par un État, vous avez un contrôle politique et sur ce contrôle politique, vous avez les citoyens, normalement, ont un accès. C'est-à-dire que si les choses vont mal, ils peuvent agir pour faire en sorte que ça s'améliore. Or, ce qui se passe dans les paradis fiscaux échappe totalement à tout contrôle individuel. Il échappe à tout contrôle politique des masses de population. Via l'anonymat des capitaux. Absolument. Ouais. Et qui gère ces sommes dans les paradis fiscaux ? Effectivement, là, on retombe sur quelques grandes banques internationales, donc des multinationales de l'argent. Et en fait, ces sommes-là, elles en disposent. Les sommes qui sont déposées sur un compte travaillent après pour les banques. Les banques les utilisent pour spéculer, pour faire ceci, pour faire cela. Les individus qui déposent leur argent n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe avec leur argent dans ces places opaques. Je ne dis pas on n'a pas de contrôle. Je dis pas qu'on a un contrôle parce qu'effectivement aujourd'hui les États sont soumis aussi. Donc ce phénomène existe aussi dans les États traditionnels. Mais dans un État digne de ce nom avec un contrôle bancaire politique, fait par des vrais hommes politiques, le problème est bien moindre en réalité. Alors que là, ces places génèrent des pertes de recettes fiscales qui génèrent à leur tour des contraintes supplémentaires sur la fiscalité locale. Donc ce qui oblige les États à se rabattre sur leurs contribuables à eux. Bien sûr, et donc ça à faire génère augmenter des impôts. Voilà. Évidemment, et c'est pour ça que les impôts augmentent, c'est parce que l'argent fuit. Et donc quand je dis que c'est dangereux, c'est pour ces deux raisons précises. C'est d'une part parce que ça entre en concurrence avec les États, et d'autre part parce que les particuliers perdent totalement la main, n'ont aucun contrôle effectif des sommes qu'ils vont expatrier au paradis terrestre. Valérie Bugeaud, je pense que tous nos téléspectateurs ont déjà entendu ce terme, voilà, le gouvernement mondial. Vous dites qu'aujourd'hui, le but final de ces banques privées est d'asseoir leur pouvoir par l'élaboration de l'avènement de ce fameux gouvernement mondial. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une entreprise cachée, concertée, qui veut l'avènement de ce... En fait, c'est le côté caché qui m'intéresse, dites-moi. Alors, le côté caché, c'est l'anonymat des capitaux, et le côté concerté, c'est la centralisation des banques centrales. Tous les organismes financiers internationaux qui ont émergé au XXe siècle sont des organismes qui permettent la coordination et la concentration des masses monétaires par des organismes de moins en moins nombreux finalement. Ce qui est en train d'évoluer aujourd'hui, quand vous savez qu'aujourd'hui le dollar américain est en train de perdre sa suprématie comme devise internationale, et donc ce qui est en train de se mettre en place ne va pas dans un autre sens que ce que Keynes préconisait en 1944 avec le Bancor.
Donc on arrive toujours dans une centralisation. C'est quoi le Bancor? C'est un panier de monnaie monnaie internationale. Voilà, en tant que devise internationale. Donc, si vous voulez, quand on ne suit pas à pas les événements, les institutions qui ont été mises en œuvre et les objectifs qu'elles poursuivent, il est évident qu'on arrive à cette conclusion. Mais je veux dire, c'est le côté caché qui est un petit peu... Le côté caché, c'est parce que tout ça se fait à la fois au grand jour, parce que tous ces traités internationaux ne sont pas cachés, mais en même temps, ce qui est caché, c'est les intérêts qui se cachent derrière. On demande toujours aux citoyens d'aller voter pour les élections, mais l'intérêt est ailleurs. Personne n'a voté pour créer la BRI, je suis désolée. Quand on nous a imposé les institutions de Bretton Woods, les gens, on ne leur a pas demandé leur avis. C'est ça qui est caché, c'est que ça échappe en réalité au contrôle politique citoyen. C'est dans ce sens-là que j'estime que c'est caché. Et l'anonymat des capitaux, c'est un problème majeur. Et l'anonymat des capitaux, c'est vraiment quelque chose qui génère le secret. Vous parliez de la force déclinante du dollar et parallèlement aussi des États-Unis, on peut le dire, je pense aujourd'hui. Vous dites que leur force de cette domination. Vous dites aujourd'hui justement que les tenants de la globalisation maintenant pourraient opter pour la Chine comme intermédiaire avant l'avènement de ce nouvel ordre mondial, de ce nouveau gouvernement mondial. Oui, alors plus précisément. Est-ce que Pékin est ouvert à l'élaboration d'un projet comme ça? Alors, plus précisément, je dis que la Chine s'est développée économiquement par le biais de toute cette machinerie que nous avons connue également derrière le développement des États-Unis d'Amérique au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, début XXe siècle. Donc, c'est les mêmes processus qui sont en œuvre pour le développement de la Chine et pour ce qu'on a connu aux États-Unis. Mais il y a une grosse différence entre les États-Unis et les Chinois, c'est-à-dire que les Chinois, c'est une civilisation millénaire. C'est une civilisation qui a subi de sérieux revers, justement, par l'Occident au XXe siècle. Et je pense qu'elle a profondément ancré une soif de revanche, dans le sens où ils ne veulent, je pense, mais ça ne tient qu'à moi, je peux me tromper, je ne serais pas étonnée qu'ils aient vraiment une soif de reprendre le contrôle de leur mode de vie. Mais cette soif de contrôle, c'est lié au côté millénaire de leur civilisation ou c'est lié au fait que le pays soit dirigé par le Parti communiste chinois? Non. Alors la Chine, c'est compliqué. C'est un pays qui est dirigé par un parti communiste, mais à l'intérieur du parti, vous avez des grandes familles et qui ne sont pas toujours d'accord entre elles. Certaines ont pactisé très évidemment, de façon évidente, avec tout ce capitalisme anglo-saxon et plutôt anglais, et d'autres ne l'ont pas fait. Donc vous avez des luttes de pouvoir à l'intérieur de la Chine que je ne maîtrise pas du tout. Donc je ne sais pas quelle faction l'emportera au final. En revanche, ce que je sais, c'est que la Chine a quand même, c'est le pays qui a développé les arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est utiliser la force de l'adversaire. Le jujitsu. Non, mais c'est ce que ça veut dire, utiliser la force de l'autre pour la retourner contre lui. Exactement. Donc, il ne serait pas étonnant que les Chinois utilisent les armes que l'adversaire a développées pour ensuite les retourner contre lui. Ça, je ne serais pas surprise. Maintenant, je répète, je ne maîtrise pas suffisamment les rapports de force à l'intérieur du pouvoir politique chinois pour savoir comment les choses évolueront. Parce qu'il y a quand même une partie, de façon évidente, une partie des dirigeants chinois qui a pactisé. Comme nos dirigeants ont pactisé aussi en leur temps. Donc, Valérie Bugeaud, pour continuer à parler de votre ouvrage, j'aimerais qu'on parle de ces concepts juridiques que vous évoquez dans l'ouvrage. Voilà, vous dites que pour abattre le système bancaire, il faut revenir aux concepts continentaux, aux concepts juridiques continentaux et abandonner ces réglementations à l'anglo-saxonne. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu les différences qui existent, ces différences de point de vue entre le droit continental et le droit à l'anglo-saxonne? Oui. Alors, pour vous répondre, il faut remonter au système de développement de ces deux droits qui n'ont pas grand-chose à voir aujourd'hui l'un avec l'autre. Le droit continental, évidemment, les deux sont des dérivés du droit romain, on est bien d'accord. Le droit continental s'est développé dans le cadre où vous aviez un rapport de force équivalent entre d'une part le pouvoir temporel, donc seigneur et royauté, et d'autre part le pouvoir spirituel, qui était représenté par la papauté, en l'occurrence en Europe de l'Ouest. Et dans le cadre de ce rapport de force entre les deux pouvoirs, chacun essayant de maintenir ses prérogatives, voire d'empiéter sur l'autre, s'est développée une zone
neutre, finalement, de neutralité, dans laquelle zone, finalement, la bourgeoisie commerçante a pu évoluer, a pu se développer. Donc vous avez un rapport de force équilibré qui permet une certaine démocratie, en tout cas qui permet un espace de liberté. Parce que vous avez des forces qui s'opposent, et qui s'opposent de façon quasiment, en termes de puissance, à peu près identique. Donc avec des variantes d'une époque à une autre, voilà. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça en Angleterre, puisque vous savez que l'Angleterre, le pouvoir temporel, a complètement repris la main sur le pouvoir spirituel et l'a mis sous domination. Donc le droit anglais s'est développé comme une arme au service des puissants, sans contre-pouvoir. Et le roi est devenu le chef des croyants, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, le roi qui édictait les lois n'avait pas de personne pour contrarier, ou quand je dis le roi, vous savez, c'est aussi les seigneurs, etc. Et quand le pouvoir financier a pris le pas sur le pouvoir politique, en tout cas sur les seigneurs, voilà, etc., eh bien, le droit a continué à se développer comme une arme au service des puissants. Donc le droit anglais est une arme au service des puissants, tandis que le droit continental traditionnel est une arme politique qui permet un développement civilisationnel. Voilà. Vous évoquez également, Valérie Bugeaud, le rôle des partis politiques. Vous invitez évidemment le peuple français à s'en détacher. Expliquez-nous un petit peu pourquoi les partis politiques seraient néfastes à ce point. Alors, effectivement, les partis politiques, c'est les partis politiques dans le cadre du parlementarisme, en fait. Quand vous avez un organisme qui fait les lois et qui est entièrement dominé par les partis politiques, c'est-à-dire que les représentants du peuple sont cooptés en interne par ces partis. Une fois qu'ils sont cooptés, la population est chargée d'entériner la cooptation avec la possibilité d'opter pour telle ou telle divergence qui leur sont imposées, du reste. Aujourd'hui, typiquement, je ne crois pas que les individus aient encore à l'esprit une dichotomie droite-gauche, par exemple, pour gérer le bien commun. Donc, tout ça est fallacieux, et le fait que le parlementarisme impose des élections en permanence pour voter pour des élus, etc., la prétendue démocratie, donne en réalité le pouvoir intégral à ces partis politiques, puisque le parti qui gagne envoie aussi des émissaires au gouvernement, etc. Donc derrière l'apparence de séparation des pouvoirs, en réalité, les partis politiques concentrent les pouvoirs. Et les partis politiques, c'est comme les banques centrales, ils sont pas vraiment indépendants. Ils sont dépendants de ceux qui leur apportent les capitaux, qui leur permettent de se présenter. Oui. Parce qu'une campagne électorale, ça vaut très très cher. Donc, alors quand on l'a vu d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy qui avait un petit peu dépassé apparemment. Quand c'est en circuit fermé, c'est-à-dire que tout ça est financé en interne par la population, ça peut encore passer. Mais à partir du moment où les financements deviennent externes, et on est absolument dans un système totalement comme ça aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de limite au pouvoir absolu des partis politiques et donc des créanciers des partis politiques. Et donc derrière, vous avez les principaux propriétaires de capitaux qui détiennent le pouvoir politique sans dire son nom, donc toujours de façon cachée, c'est aussi le titre de mon livre, vient aussi de ça, c'est que l'apparence ne correspond plus du tout à la réalité des pouvoirs. Voilà. Vous avez également écrit cet ouvrage, j'ai répété le titre au début de l'émission, Valérie Bugeaud, La nouvelle entreprise. Vous estimez qu'il faut la rétablir, cette entreprise, dans ses fonctions. Est-ce qu'elle a été travestie, l'entreprise, depuis quand ? Comment ? Alors, c'est une question difficile parce qu'elle a quand même depuis le départ évolué sous la forme capitalistique avec un monopole des apporteurs de capitaux. Néanmoins, de façon fonctionnelle, l'entreprise a un rôle social à jouer. Et ce rôle social est évident et finalement ne s'est jamais démenti au fil des âges. Donc moi, quand je parle de nouvelle entreprise, je parle de rétablir en fait cette fonction sociale et institutionnelle qui n'aurait jamais dû être travestie en fait. Au profit de quoi ? Au profit des principaux apporteurs de capitaux justement. Donc l'entreprise est captée
par les principaux apporteurs de capitaux. Il faut se Et les rendre compte que dans le travailleurs cas n'ont des... plus de, les travailleurs n'ont plus de pas de représentation. Les représentants, les personnes qui travaillent dans l'entreprise, moi j'appelle ça les apporteurs de travail, ne sont pas représentés de façon statutaire au même niveau que les apporteurs de capitaux, ce qui crée une différence. Voilà. Oui, mais parmi les actionnaires, il y a ceux qui sont passifs et il y a ceux qui sont actifs. Et ceux qui sont actifs, parfois, représentent une infime minorité de gens. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on parle de majoritaire. C'est des majorités en termes vraiment relatifs et pas absolus. Et surtout pour les entreprises cotées en bourse. Donc en fait, le problème avec l'entreprise se pose quasiment dans les mêmes termes qu'avec la monnaie. C'est-à-dire que c'est une institution sociale qui a été dévoyée et captée au profit de certains intérêts. Et ces intérêts, on les retrouve toujours parmi les principaux propriétaires de capitaux anonymes. Donc c'est pour ça que je dis que ça correspond à une caste. Vous parliez tout à l'heure d'intérêts convergents, et en effet, c'est une caste à intérêts convergents qui va toujours dans le même sens. Cette caste, évidemment, on l'aura bien compris, c'est cette bourgeoisie commerçante et financière. Et vous dites dans votre ouvrage... Je les appelle les banquiers commerçants, parce qu'en réalité... Oui. Mais vous dites voilà, que cette caste est arrivée au bout des ressources de son mode de fonctionnement. Donc, est-ce que finalement, n'y a-t-il pas qu'à attendre sa chute si elle est arrivée? Je vous cite. Elle serait arrivée au bout des ressources de son fonctionnement. C'est pas les ressources. Enfin, oui. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Elle a développé des armes pour progresser de façon. Pour progresser vite, il faut être caché. Donc, ils ont développé notamment l'anonymat pour se développer et prendre le pouvoir politique. Pour l'instant, officiellement, ils n'ont pas le pouvoir politique. Et leur objectif évident est de prendre le pouvoir politique officiel. Donc, en effet, on arrive aujourd'hui à ce croisement de chemin dans lequel tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de cette caste, mais ils n'ont pas le pouvoir politique officiel. Donc, eux, leur projet est d'aller dans le sens d'une prise de pouvoir officielle. Et le projet des populations, à mon avis, elles devraient prendre conscience que leur projet à eux doit se cristalliser dans un sens opposé. Parce que sinon, on ira directement à l'esclavagisme, à l'esclavage légal. D'ailleurs, juridiquement, c'est vers ça qu'on se dirige aujourd'hui, très clairement. Valérie Bugeaud, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Les raisons cachées du désordre mondial, c'est édité chez Sigest. Merci Valérie Bugeaud. Merci Pierre.